Salut YouTube, bienvenue dans cette rediff, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 21 février 2025 et 2026. Eh oui, retour dans le passé. Cette introduction extrêmement chaotique, le gars qui arrive même pas à lire une date sur son ordinateur. En tout cas, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à me retrouver du mercredi au dimanche. Pouce bleu bien sûr, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire si tu aimes les gens qui se trompent dans la date. N'hésite pas, mets un like, laisse un petit commentaire s'il te plaît. Retrouve-moi en tout cas du mercredi au dimanche sur ma chaîne Twitch, tout ce qu'on prend tous les matins. Et dans cette rediffusion, ce que je te propose, puisque tu n'as pas pu être là, YouTube, je suis très triste. Si tu peux venir, franchement, tu profiterais du live Twitch, de tout ce qui se passe avant et surtout de tout ce qui se passe après. Il y a tout un programme, c'est formidable. Mais maintenant, de quoi il s'agit? On s'intéresse ici à l'apocalypse! C'est la fin du monde! YouTube, l'heure est grave. L'heure n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Nous sommes dans l'urgence climatique premier degré. C'est malheureusement un des problèmes majeurs qui nous préoccupe aujourd'hui à l'échelle du monde entier. Tu le sais, le monde se réchauffe, le monde se dérègle climatiquement parlant. On se retrouve avec des niveaux de la mer qui augmentent, on se retrouve avec des glaciers qui fondent, on se retrouve avec des populations menacées par justement ces élévations, par tous ces dérèglements, par tous ces phénomènes climatiques catastrophiques. Et je te propose d'en adresser un aujourd'hui, qui est le problème de la fonte de l'Antarctique. À travers l'étude de pas n'importe quoi, mais des séismes. Et oui, c'est un élément insoupçonné. Tu vas le voir, c'est un élément qui finalement n'a pas été beaucoup étudié par la communauté scientifique. Et justement, raison de plus pour en parler davantage aujourd'hui. Les séismes qui probablement jouent un rôle, même si on ne connaît pas encore bien leur impact sur la fonte des glaciers de l'Antarctique. Et pourquoi j'ai parlé d'apocalypse? Parce que les glaciers concernés sont entre autres celui de l'apocalypse, parce que parmi tous les glaciers qui existent en Antarctique, il y en a un qui a ce doux nom. Alors pourquoi il a ce nom? C'est parce que il contribuerait, s'il fondait entièrement, à une élévation du niveau de la mer de beaucoup de centimètres, voire mètres, selon les sources qu'on utilise. Et bonjour à tous ceux et celles qui viennent de rejoindre le chat et le live. J'espère que vous allez passer un bon moment ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais tâcher de les prendre au fur et à mesure, même si honnêtement, je vais essayer de me concentrer au maximum pour que cette rediffusion ne dure pas éternellement non plus. Le glacier du Doom, effectivement, c'est le Doom de l'apocalypse, l'apocalypse pour ceux qui veulent rire un peu. Beaucoup de centimètres, ouais, ça fait beaucoup sur 20. Vous allez le voir, je vais être un peu plus précis dans la suite de l'article. Parce que ça dépend aussi de ce qu'on estime, si c'est la fonte partielle ou totale, et à quel point c'est quel glacier dont on parle, est-ce que... bon bref, ça dépend, ça dépasse. C'est quoi la marque de mon peignoir? Sacrée question ça, j'en sais rien, c'était un cadeau. Donc aucune idée, je n'ai même pas pris le temps de regarder, c'est un vieux peignoir si vous savez. Toutes les îles du Pacifique, et oui, et RIP à toutes les îles qui risquent de subir malheureusement cette élévation du niveau de la mer. Bon bref, revenons sur notre histoire d'Antarctique qui fond. Alors pourquoi s'intéresser à l'Antarctique? je vais quand même refaire un peu de contexte pour ceux et celles qui connaissent pas trop. Et moi je faisais partie aussi de ces gens-là avant de me renseigner davantage. L'Antarctique qui est, je le rappelle, un continent qui existe au niveau du pôle sud, d'accord? Puisqu'au pôle nord il y a l'Arctique, au pôle sud il y a l'Antarctique. L'Antarctique qui est un continent recouvert d'une épaisse couche de glace, la calotte de l'Antarctique qui fait partie, il me semble, des plus grandes avec celle du Groenland. L'Antarctique qui est d'autant plus intéressant à étudier du coup d'un point de vue climatique, puisque comme c'est de la glace sur de la terre, et ben si cette glace fond et se retrouve dans l'eau, et ben ça va contribuer à l'élévation du niveau de la mer, contrairement à l'Arctique qui est essentiellement de la banquise, donc de la glace qui flotte sur de l'eau. Là, à ce moment-là, la fonte de la banquise n'augmente peu ou pas, selon les propriétés, encore une fois, de la glace par rapport à l'eau, mais bon, OSEF, n'augmente peu ou pas le niveau de la mer. Alors que là, quand vous avez des glaciers sur de la terre et que ces mêmes glaciers fondent et se retrouvent dans l'eau, et ben ça augmente malheureusement le niveau de la mer. Donc c'est le cas de l'Antarctique, mais c'est aussi le cas du Groenland, dont on parle un peu plus récemment pour l'actualité. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reparlé, tellement que l'actualité va extrêmement vite.
Mais bref, revenons sur notre continent de l'Antarctique. Alors je vous montre ça, c'est une excellente vidéo que je vous recommande plus que chaudement. D'ailleurs je vais la mettre tout de suite dans le chat parce que très franchement c'est, je pense, une masterclass sur la question de l'Antarctique et du problème lié au réchauffement et à l'élévation du niveau de la mer. Si vous voulez avoir... Si vous avez une poignée de minutes à disposition, c'est seulement 11 minutes. Je vous recommande très chaudement, on l'avait regardé en stream, c'est une excellente vidéo de Green Hater Club qui adresse la question de l'Antarctique, du problème de l'Antarctique dans le cadre, encore une fois, du dérèglement climatique et qui illustre superbement bien ça. Vous avez d'excellents visuels qui sont faits, qui permettent de mieux comprendre où est le problème spécifiquement et quelle est l'ampleur aussi du problème. Donc nous, on ne va que effleurer la question. Je vais juste me servir de certains visuels pour illustrer la situation, quoi. Donc voilà, l'Antarctique grossièrement ressemble à ça et on va distinguer deux parties, l'Antarctique de l'Ouest de l'Antarctique de l'Est. Alors ce qui est assez amusant, c'est que récemment on a eu aussi un papier qui a réussi à cartographier dans une certaine mesure l'ensemble du continent et d'avoir une idée du relief, parce qu'encore une fois, comme c'est de la glace sur de la Terre, on n'a pas accès directement à la Terre, mais grâce à des données satellites, indirectement, en étudiant l'écoulement des glaciers, parce que le glacier, certes c'est de la glace, mais ça s'écoule quand même. L'écoulement des glaciers, la manière dont les masses de glace se déplacent, nous permettent d'avoir accès au relief sous-jacent, le relief qui se trouve du coup sous la couche de glace. Alors il y a un truc qui est assez amusant et qui distingue l'Antarctique de l'Est de l'Antarctique de l'Ouest. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver où est-ce que c'est dans la vidéo, mais il y a vraiment une différence. Voilà, il y a vraiment une différence de profil. Là, c'est quand on regarde le continent latéralement, on va dire, on peut voir se distinguer l'ouest de l'est avec en fait ce qui les sépare, une chaîne de montagnes particulièrement élevée. Ici vous avez une pointe en marron, bien sûr c'est les terres, et en blanc c'est la glace. Et donc vous voyez qu'en fait ce qui sépare l'ouest de l'est, ça va être une chaîne de montagnes particulière, et on voit que l'ouest surtout, alors là vous la voyez pas à cause de la vieille cam poids là, hop, que je vais mettre là plus discrètement. Vous voyez que en fait l'Antarctique de l'Ouest, il y a même un relief qui passe en dessous du niveau de la mer. Et donc c'est ça qui inquiète beaucoup les climatologues, c'est que l'Antarctique de l'Ouest est aujourd'hui la partie de l'Antarctique qui fond le plus rapidement et qui risque de fondre encore plus rapidement si l'eau qui est à l'ouest ici, l'eau que vous pouvez voir ici en bleu à l'ouest, arrive à s'infiltrer en dessous. Hop. Alors là, je vais juste mettre place sur la vidéo pour qu'on voit vite fait. Donc là, l'Antarctique de l'Est est plutôt surélevé, enfin, il est plutôt en élévation, alors que l'Antarctique de l'Ouest a une sorte de dépression ici, comme c'est très bien montré par la vidéo. Et les scientos s'inquiètent parce que si l'eau arrive à s'infiltrer et à passer en dessous de la couche de glace, et ben cette eau, en s'infiltrant en dessous, va favoriser encore plus la fonte. Donc ça va être quelque part, si vous voulez, un phénomène d'entraînement. Déjà que ça fond de ce côté-là, mais si ça fond au point de laisser passer beaucoup d'eau en dessous, ça va encore plus accélérer. Donc il va y avoir un phénomène de rétroaction positif où en fait vous allez, plus ça va fondre, quoi, grossièrement parlant. Donc voilà, là si vous voulez voir à quoi peut ressembler l'Antarctique si tout fond, ça ressemble plutôt à ça. Imaginez, on enlève toute la glace qui est à la surface du continent. Vous avez ce type de carte qui existerait. Donc là on distingue l'Antarctique de l'Ouest qui est quasiment sous l'eau. Et la chaîne de montagnes en question, elle est là. L'Antarctique de l'Est, elle est de ce côté-là, du côté Est du coup de la chaîne de montagne, et l'Ouest du côté Ouest, évidemment, gauche. Voilà. It's free real estate, tout à fait. Salut Primo Boomer. Voilà, donc petite remise en contexte de l'importance de l'Antarctique avec en particulier l'Ouest qui est l'endroit d'attention. Pourquoi ? Parce que c'est là, encore une fois, où la fonte est la plus intense. Il le montre aussi très bien dans cette vidéo. Et il y a, dans toutes les zones qui fondent, les scientos ont identifié 2 glaciers particuliers. Vous allez le voir, c'est aussi 2 glaciers qui sont passés au crible dans la news qui nous intéresse. Le premier, c'est le glacier Thwaites, qui est le fameux glacier de l'Apocalypse. Alors il est appelé comme ça parce que justement s'il fond entièrement, il peut contribuer jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Mais il y en a un autre aussi à côté qui est tout à fait aussi problématique, c'est le glacier de Pine Island. Donc c'est ces 2 glaciers là qui vont nous intéresser pour cette news. Et
Et donc voilà, à eux deux, vous allez le voir, la vidéo vous montre. Alors déjà, les deux font la taille de l'Allemagne environ en termes de surface. C'est pour vous dire un peu la taille de la surface. Donc voilà, vous avez une estimation, 65 cm et 51 cm. Ça, c'est l'estimation du niveau de la mer qui s'élèverait si chacun d'entre eux augmentait, quoi. Alors ça paraît pas beaucoup en centimètres, mais en réalité, ça peut faire de réelles différences, en particulier pour les États insulaires qui, comme leur nom l'indique, vivent sur des îles et donc sont plus susceptibles de subir des élévations du niveau de la mer. Enfin, du moins, le niveau de la mer, excusez-moi, peut avoir des impacts vraiment graves sur leurs côtes, voire carrément submerger leurs îles, quoi. Ouais, l'Allemagne for scale, c'est vrai que j'avais pas parlé de la taille. D'ailleurs, l'Antarctique elle-même fait je sais plus combien de fois la France. La vidéo en... Ah voilà, donc là, la vidéo en parle très bien, mais vous avez vraiment... c'est vraiment une surface non négligeable, hein, l'Antarctique. Hein. Donc là, c'est pareil, je vous montre ça très rapidement. Ça, c'est pour vous donner une visualisation de où est-ce que ça s'écoule le plus. Grosso merdo, quoi. Plus c'est foncé, plus c'est les zones d'écoulement importants de la glace dans l'eau. Ok, donc on voit très bien que même si bien sûr à l'est il faut faire attention parce qu'il y a de l'écoulement, le plus gros de l'écoulement se situe du côté ouest de l'Antarctique. Voilà. Ça c'était pour le petit contexte qui est important à, je pense, à adresser avant de rentrer dans l'article pour comprendre justement quels sont les enjeux qu'il y a derrière d'étudier l'Antarctique dans le cadre du dérèglement climatique. Donc, de quoi il s'agit ici? Il s'agit non pas d'étudier directement la fonte, mais plutôt d'étudier les séismes, ce qu'on appelle les séismes glaciaires, qui sont une typologie de séismes en fait très particulier. C'est pas exactement comme les séismes habituels qu'on retrouve ça et là dans le monde et qui se propagent, on va dire, essentiellement dans la Terre, hein, et qu'on peut capter au niveau de la surface. Quand on parle de séismes glaciaires, en fait, c'est des séismes qui sont provoqués par la chute de glace dans l'eau. En fait, c'est ça. C'est littéralement un phénomène de vibration qui se transmet au moment où un bloc de glace qui se situe normalement sur la banquise, sur la surface, on va dire, au niveau de l'avancée de glace. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais je vais le préciser très rapidement. Lorsque l'Antarctique fond, les blocs de glace du coup se déplacent et il y en a qui s'accumulent au niveau de la côte. C'est-à-dire toute la côte de l'Antarctique a une avancée de glace, d'accord ? A une avancée de glace qui flotte sur l'eau. Et cette avancée de glace qui flotte sur l'eau, bah elle peut fondre, elle va fondre progressivement. Et des fois, il peut y avoir des morceaux de roche qui tombent. Et ces morceaux de roche qui tombent vont provoquer des vibrations qui vont se propager après dans l'eau et après au niveau des terres ou même dans la glace, quoi. C'est ça, en gros, c'est ce phénomène-là qu'on peut voir se produire régulièrement. Donc quand vous avez, je crois que ça s'appelle du vélage. Donc c'est le fait que carrément les morceaux tombent dans l'eau. Et donc c'est cette chute-là qui va pouvoir être mesurée. Enfin, ce qui va être mesuré, c'est plutôt l'impact au moment où ça tombe, puisque ça va générer une onde qui va pouvoir se propager dans les différents milieux. Ça fait plouf, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Production d'iceberg par vélage au front glaciaire du glacier Perito Moreno, celui-là. Ça, c'est dans un lac en Argentine, mais le même phénomène peut se produire en Antarctique et même aussi au Groenland pour le coup. Donc c'est ça qui est étudié dans cet article-là, ce sont les séismes de l'Antarctique, et en fait ce qu'ils remarquent, c'est qu'une bonne partie d'entre eux viennent de ce phénomène-là. Alors avant qu'on s'intéresse aux séismes de l'Antarctique, il y a un petit topo à faire sur les séismes qui ont lieu au Groenland, parce que en fait ces séismes de type glaciaire avaient déjà été observés au Groenland, parce qu'au Groenland, on va dire la magnitude de ces séismes sont suffisamment intenses pour que le réseau de surveillance mondiale le capte. Pourquoi
en fait, déjà, ça répond à une question. Pourquoi de base les séismes glaciaires ont pendant longtemps été négligés? C'est parce qu'ils ne sont pas de même nature et même pas de même nature sismique. C'est-à-dire que c'est pas aussi la même origine, c'est-à-dire que c'est de la glace qui tombe dans l'eau. Mais à cause de ça, la nature des ondes qui sont générées sont quelque peu différentes. En particulier, les ondes n'ont pas de basse fréquence. En gros, là, il y a une composante en basse fréquence qui est manquante dans ce type d'onde. Et donc, à cause de ça, eh bien, le réseau de surveillance sismique à l'échelle du monde n'est pas bien capable, ne capte pas vraiment ces séismes, contrairement aux séismes habituels qu'on retrouve à l'intérieur des terres et qui peuvent être, qui sont issus de la tectonique des plaques classiques, on va dire. Bon, bah, ce genre de séismes, eux, sont souvent détectables un peu partout sur Terre, selon, encore une fois, la magnitude. Hein. Plus la magnitude est élevée, évidemment, plus c'est facile de les détecter un peu partout sur Terre. Là, pour ce qui est de ce type de séisme glaciaire, c'est beaucoup plus difficile de les détecter, encore une fois, parce que leur nature sismique est différente. La nature de ces séismes non, excusez-moi, c'est l'inverse. Ces séismes ne génèrent quasiment aucune onde sismique à haute fréquence, donc c'est essentiellement de la basse fréquence. Et en fait, du coup, ça passe, entre guillemets, sous le radar des sismomètres qui sont habituellement calibrés et qualifiés pour mesurer les séismes telluriques classiques. Parce que, en fait, la plupart des sismomètres, ils sont plus, comme le dit l'article, sont plus calibrés pour chercher la haute fréquence. Et donc les séismes glaciaires ne sont pas ou peu détectés. Les premiers séismes glaciaires qui ont pu être formellement identifiés, c'était au Groenland. Groenland, qui, on le rappelle, a la plus grande calotte glaciaire de l'hémisphère nord. Donc ça aussi, pareil, terre particulièrement importante à surveiller, pas seulement pour les terres rares, Donald Trump, mais également aussi pour sa fonte qui peut augmenter, contribuer à l'élévation du niveau de la mer. Donc les magnitudes de ces séismes sont particulièrement élevées, comparables à des séismes provoqués par les essais nucléaires menés par la Corée du Nord au cours des deux dernières années. Donc c'est dire pourquoi on les voit bien au Groenland, c'est aussi parce que ces séismes sont de magnitude plus forte. Ils sont tellement forts que, en réalité, le système de surveillance internationale sont capables d'en voir. La particularité de ces séismes groenlandais, c'est que, et pas grolandais, ça n'a vraiment rien à voir pour le coup, ne pas confondre le Groenland et Groland, hein, bien sûr. Mais pour ce qui est du Groenland, ces séismes sont saisonniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on remarque qu'il y a davantage en fréquence de séismes à la fin de certaines saisons et plus particulièrement ici à la fin de l'été. Ce qui est assez logique, ce qui peut être compris assez intuitivement parce que à la fin de l'été, bah en fait, c'est le moment où il fait le plus chaud. En août, fin août, tout ça. Ça serait plutôt fin septembre, la fin de l'été pour être tout à fait raccord. Mais bref, ça va être les périodes où la glace aura été en contact pendant le plus longtemps avec de l'air chaud et des eaux chaudes. Donc c'est normal que ce soit là aussi où la glace se détache, où la glace s'effondre dans l'eau et en s'effondrant dans l'eau, bah, génère ce type de séisme. Donc, comme par hasard, au Groenland, on observe une recrudescence des séismes pendant les périodes de l'été, de la fin de l'été en particulier. Ils ont aussi remarqué qu'au cours des dernières décennies, globalement, la fréquence augmentait sur l'année, ce qui est aussi pas une coïncidence, hein, puisque à cause du dérèglement climatique, qui dit augmentation globale des températures, dit forcément plus de chances que la glace se casse, encore une fois, que les glaciers se fragmentent et qu'on ait des blocs de roches qui tombent dans l'eau. Par contre, en Antarctique, beaucoup plus difficile de mesurer ces mêmes séismes. Mais il y en a tout de même. Et donc c'est le travail réalisé par cet auteur qui bosse pour... qui a publié, excusez-moi, un article où il est le seul auteur de la publication, associé à l'Australian National University. Et donc lui, à travers sa publication, il a montré que au Groenland, il y avait aussi des événements sismiques qui étaient beaucoup plus difficiles à détecter, mais bien présents tout de même. Pour peu qu'on exploite
les données des sismomètres présents localement. Donc encore une fois, ce ne sont pas excusez-moi, ce ne sont pas des séismes qui peuvent être détectés par le réseau international de sismomètres qu'on voit à travers le monde parce que leur nature, leur magnitude est généralement un peu plus basse et la nature de ces séismes ont essentiellement des hautes fréquences et peu de basses fréquences. Non, pardon, ont peu de hautes fréquences et donc sont plus difficilement détectables par le réseau habituel. Mais tout de même, ils ont des stations locales. Ils ont des stations locales qui sont capables de les mesurer et donc il a passé du temps à éplucher toutes les données pour voir est-ce que on n'a pas aussi tout un tas de séismes en Antarctique et si oui, où sont-ils localisés? Et plot twist, comme par hasard, la majorité des événements sismiques sont localisés en Antarctique dans deux zones. Deux zones qui sont les deux que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir le glacier de Thwaites, qui est le fameux glacier de l'Apocalypse, et le glacier de Pine Island. Donc, qui sont quelque part les deux glaciers qui sont les plus sujets, les plus surveillés aussi, et les plus sujets, les plus contributeurs à l'élévation du niveau de la mer. Voilà, donc là, ils expliquent dans l'article que si l'entièreté du glacier de Thwaites venait à s'effondrer complètement, ça contribuerait à une augmentation du niveau de la mer de 3 mètres. Alors c'est là où il y a une incohérence entre la vidéo que j'ai vue et cette source-là. Là, il parle de 3 mètres, alors que j'ai l'impression que c'est plus 60 cm. Alors peut-être que la nuance se joue sur le complètement, parce que là, il parle d'une fonte qui serait totale, alors que peut-être que dans la vidéo, c'est pas complètement. Bon. Peut-être que là, il s'est trompé, les 3 mètres, c'est plutôt... Moi, ce que j'ai vu, c'est que quand on passe de centimètre à mètre, c'est qu'en général, on considère que c'est pas que un glacier qui a fondu, mais une bonne partie de l'Antarctique qui a commencé déjà à fondre. Je sais que si tout l'Antarctique fond, et ça c'est dit dans la vidéo, si tout l'Antarctique fond, c'est une augmentation de plus 10 mètres qui est attendue. Bon, ça, en réalité, on ne verra ça que dans des centaines d'années, si je dis pas de bêtises. En fait, je dis ça, mais ça dépend vraiment de à quel point on continue d'émettre des gaz à effet de serre ou pas. L'onde sismique a été définie par rapport à la croûte terrestre. Les glaciers, comme c'est pas de la terre, mais de l'eau gelée, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'onde sismique traditionnelle. Oui, c'est ça, en fait. Enfin, je pense que pour la nature de l'onde est différente aussi parce que la nature du phénomène n'est pas la même. L'origine du phénomène n'est pas la même. Encore une fois, je refais l'explication pour ceux qui n'ont pas trop compris, mais un séisme classique, ça va plutôt être des éléments de roche qui vont être au contact les uns les autres et qui, à cause de leurs contraintes, c'est-à-dire à cause de leur force que chacun émet l'un sur l'autre, au bout d'un moment, cette force ne va pas pouvoir, va devoir être libérée. En fait, cette force qui va contraindre les rochers à se plaquer l'un contre l'autre, au bout d'un moment, cette force va être tellement forte que ça va se libérer. Et à ce moment-là, au moment de la libération de la contrainte, l'onde sismique va être générée. Et donc à ce moment-là, cette onde sismique, elle va avoir un certain nombre de caractéristiques physiques bien précises. Donc c'est pas la même chose qu'une onde de vibration qui est générée parce qu'il y a un bloc de roche qui tombe dans l'eau. Et au moment de l'impact avec l'eau, il y a une onde qui est générée. Et cet impact va générer voilà, une certaine onde qui est de nature un petit peu différente. Donc c'est pas l'origine du phénomène n'est pas le même. C'est aussi pour ça, je pense qu'on peut justifier la différence. Bon bref, revenons sur l'Antarctique du coup, et avec nos deux glaciers, l'auteur a réussi à montrer que parmi tous les événements, il y en avait 2 tiers qui étaient situés au niveau du glacier de l'Apocalypse, et que en plus, ces événements-là étaient bien corrélés avec ce qu'il appelle la progression de la langue glaciaire vers la mer. Alors c'est quoi la progression de la langue glaciaire? C'est le fait que vous avez... Quand le glacier fond, quand le glacier Thwaites fond, bon, en fait, vous avez des couches de glace qui se déplacent, vous avez de la glace qui s'écoule, d'accord? Et en s'écoulant, la glace, encore une fois, elle va s'accumuler au niveau des côtes et former une forme de banquise, quoi. Une forme de langue, c'est ça la langue glaciaire, c'est l'espèce de banquise qui est formée sur l'eau au fur et à mesure de l'écoulement du glacier. Et donc, en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que les séismes étaient d'autant plus importants
avait tendance à s'accélérer depuis ces dernières années. Et cette accélération, elle coïncidait avec justement la progression de cette langue de glace au niveau du glacier de Thwaite. Du glacier de Thwaite, donc du glacier de l'Apocalypse. Ce qui veut dire en gros que plus il y a une langue, plus la couverture de langue est importante, plus la couverture de glace sur l'eau est importante, plus il y a aussi de chances qu'il y ait des bouts de glace qui se détachent de la langue et qui provoquent des séismes. C'est assez logique. Intuitivement, on pourrait se dire bah c'est normal que ça coïncide parce que si la langue est plus importante, c'est-à-dire s'il y a plus de couches de glace, alors il y a probablement aussi plus de chances qu'il y ait des bouts de glace qui se détachent et qui en tombant provoquent des séismes. D'accord ? Donc voilà, il a réussi à montrer qu'en tout cas il y avait une corrélation entre l'agrandissement de cette langue glaciaire et la quantité de séismes, d'événements sismiques qui ont survenu. Donc voilà, il termine en disant « Ces nouveaux résultats suggèrent donc que l'état de l'océan peut avoir un impact à court terme sur la stabilité des glaciers qui terminent dans la mer. » Donc on rappelle que aussi l'échauffement, l'écoulement du glacier, il dépend des températures. Et l'élévation des températures, ça vient entre autres de la température plus chaude des courants, les courants marins qui sont autour de l'Antarctique de l'Ouest, qui se réchauffent un peu et donc qui participent à favoriser l'écoulement. Donc il faut réussir à étudier l'interaction entre les courants marins, l'écoulement des glaciers et les séismes. Et en fait, le scénario, enfin l'histoire, elle se tisse un peu comme ça, si vous voulez. Comme les courants marins sont un peu plus chauds, alors ça va provoquer une fonte de la glace. Cette fonte de glace va libérer un peu d'espace et va permettre au glacier de continuer de s'effondrer. Ça va éventuellement augmenter, accélérer l'écoulement de la langue glaciaire. Et s'il y a une langue glaciaire plus importante, alors le potentiel de séisme glaciaire va également augmenter. Il a étudié aussi en deuxième partie, en gros parmi tous les événements sismiques, je rappelle, il y en a 2 tiers qui sont associés au glacier de Thwaites, donc le glacier de l'Apocalypse, et l'autre partie des séismes étudiés était plutôt associée à Pine Island. Et là, donc dans ce deuxième groupe de séismes attribués à Pine Island, le problème c'est que ces séismes ils sont situés à 60 et 80 km du rivage. Donc là, il y a un peu un problème d'interprétation. L'auteur souligne qu'il a du mal à interpréter d'où peuvent venir ces séismes qui se situent aussi loin du rivage, quoi. Il dit il est peu probable que ces séismes aient été provoqués par le basculement d'iceberg. Donc c'est là où c'est bizarre. Il arrive à trouver l'origine des séismes qui sont assez loin des côtes, mais du coup, il ne comprend pas l'origine de ces séismes, qui normalement devraient être assez proches, puisque ces séismes devraient être liés, encore une fois, au basculement de morceaux de glace. Donc voilà, il conclut en disant « Ces événements demeurent énigmatiques et nécessitent des recherches complémentaires puisque on ne sait pas pourquoi on observe des séismes aussi loin de la côte, quoi. » Pour conclure, je vais me contenter de lire ce qu'il a écrit. La détection des séismes glaciaires liés au vélage, donc la chute de glace dans l'eau, sur le glacier de Thwaites pourrait contribuer à avancer sur plusieurs questions scientifiques importantes. Puisque après, les séismes... Alors on a vu que les séismes étaient une conséquence, bien sûr, de l'avancée de la glace sur l'eau, mais ça peut être aussi une cause, parce que des vibrations qui se propagent après dans le sol de l'Antarctique l'Antarctique peuvent être eux-mêmes à l'origine d'accentuation de mécanismes, on va dire, qui va augmenter potentiellement tout simplement la fonte. Parmi elles figure l'interrogation fondamentale sur l'instabilité potentielle du glacier de Thwaites en lien avec l'interaction entre océan, glace et substrat rocheux à l'endroit précis où il rejoint la mer. Mieux comprendre ces mécanismes est essentiel pour réduire les grandes incertitudes sur les projections de montée du niveau de la mer au cours des prochains siècles. Et la conclusion est hyper importante parce que pourquoi on fait tout ça finalement? Pourquoi on s'intéresse aussi aux séismes dans cette histoire? Parce que si les séismes apparaissent et sont les conséquences par exemple d'une variation de la couche de glace, il faut aussi étudier si les séismes
peuvent ne pas être aussi une cause dans l'accélération de la chute, dans la fonte et dans la chute du coup de roches, pas de roches, pardon, de blocs de glace. Et donc, il faut absolument prendre ça en compte dans les modèles qui essayent d'estimer la quantité de glace qui va participer à l'élévation du niveau de la mer. En fait, vous comprenez bien que si on veut avoir une idée la plus juste et fiable possible de la quantité de glace qui risque de tomber dans l'eau et de fondre de sorte du coup à contribuer globalement à l'élévation du niveau de la mer, bah, on est obligé de prendre en compte le maximum de phénomènes possibles qu'on observe pour de vrai en Antarctique. Il faut prendre en compte la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quoi? C'est qu'il y a des séismes et que, dans une certaine mesure, ces séismes, peut-être, peuvent aussi jouer un rôle dans l'accélération de la fonte. Donc, il faut, si on veut avoir des modèles les plus justes possibles, encore une fois, prendre peut-être ça en compte. Donc, continuer d'étudier le mieux possible la nature et l'origine de ces séismes pour avoir, encore une fois, les prédictions qu'on estime être les plus fiables possibles. Et comme dit Chapreneuil, en plus de ça, en plus des séismes glaciaires qu'on a mis en évidence au cours de cet article, il y a également les séismes classiques, on va dire, générés par des mouvements de plaques tectoniques qu'on retrouve également en Antarctique. Donc voilà, c'est tout à fait crucial de continuer de faire des études géologiques de ces environnements-là, quoi. Voilà, c'est la fin de cet article, les amis. J'espère que vous avez aimé. On a parlé de plusieurs éléments en lien avec l'Antarctique et un peu aussi au Groenland pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces études. Donc l'étude des séismes, particulièrement important dans les enjeux climatiques, dans les enjeux environnementaux. J'espère que tu as aimé YouTube. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo aussi si ça t'a plu. Voilà. N'hésite pas à venir aussi en live du mercredi au dimanche tous les matins. Je stream sur Twitch, twitch.tv/toutcequonprend. On va s'arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures YouTube. Ciao!